Donc, on est nombreux ce soir. Donc, ce que je vous propose, c'est de rallumer nos micros et nos caméras. Et puis, voilà, on peut lancer donc un petit débat. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. On peut commencer en live et puis si on n'y arrive pas, on fera avec les mains levées pour avancer dans la discussion. En tout cas, je vais essayer de me faire un peu le chef d'orchestre du débat. Donc, est-ce que l'un d'entre vous veut peut-être déjà poser une question ou une réflexion? Donc, Pascal, oui. Alors, peut-être, François, tu peux enlever l'écran pour qu'on voit un petit peu tout le monde et on remettra des images si on en a besoin. Oui, Oui, Pascal. merci. Merci de cette présentation. C'est vrai que ces plans anciens, en particulier du cadastre, sont toujours exceptionnels et très agréables à voir. Donc, on y passerait des heures et des jours et des nuits à les regarder. Moi, j'avais une question, je dirais peut-être toute bête. Est-ce qu'on serait capable aujourd'hui de refaire des usoirs, hein, ou de faire de nouveaux usoirs, hein, et on va dire quelle doménialité on donnerait à ces espaces. Voilà, ça c'est la question générale. Et une petite remarque, j'avais eu l'occasion de croiser Nicolas Soulier qui lui parlait du frontage Oui. venant du Québec. Qui est bon, qui est pas tout à fait les usoirs, mais qui peut y ressembler et qui pour nous urbanistes on peut poser le même type de questions sur ces espaces communs qui n'ont pas forcément qui sont ni publics ni privés comme ça a été dit, mais qui peuvent être particulièrement intéressants pour la qualité de la vie. Oui, François, si tu veux une petite réponse. Et moi, j'aurais aussi un petit quelque chose à ajouter à la remarque de Pascal, après toi. Alors, donc merci Pascal pour ce propos. Et du coup, effectivement, alors on a des demandes, hein, et vous l'avez vu avec les lotissements qui ont pu être réalisés. Aujourd'hui, moi, personnellement, si j'étais amené à réaliser de nouveau des projets avec cette volonté de préserver de l'usoir, j'aurais tendance à essayer de m'approcher quand même du caractère originel de ce lieu, donc c'est-à-dire plutôt un espace collectif, un espace de rencontre, et donc de favoriser plutôt ce qu'on va retrouver dans un certain nombre de villages encore aujourd'hui, hein. Même dans le cadre d'un projet de requalification, ce qu'on fait aussi sur des problématiques de maîtrise d'œuvre que nous réalisons aussi, c'est de favoriser plutôt un espace de vie, un espace collectif que les gens vont s'approprier. Donc effectivement, souvent du stationnement au droit de la propriété, mais de rester plutôt sur une emprise publique. Je pense que surtout si on arrive à faire une urbanisation assez dense, aujourd'hui on sait que c'est pas trop la volonté d'un certain nombre de gens dans leur modèle, leur volonté qui veulent pouvoir circuler autour de leur maison. Aujourd'hui, on a aussi une autre problématique, hein, et finalement, on va peut-être y revenir du fait de cela également, Lausanne. On va être sur des problématiques où l'urbanisation nouvelle va se limiter obligatoirement. La question de la réappropriation des centres anciens. Là, vous avez vu des belles photos de beaux villages-rues qui vont bien. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les villages-rues de Lorraine, hein, où on voit malheureusement des villages complètement quasiment abandonnés, parce que aujourd'hui, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais c'était le cas il y a encore quelques années, où les gens disaient clairement que c'était plus simple et moins onéreux, de faire construire une maison mi-kit que de se réapproprier une vieille grange d'un centre ancien d'un village avec de la vieille pierre, du magnifique pan de bois, etc., etc. Donc oui, moi j'aurais tendance à dire plutôt public, puisque à l'origine l'usoir, c'était vraiment ça, parce qu'on ne le voit pas trop sur les photos, parce qu'il y avait le côté plutôt économique lié à la vie agricole, indéniablement, mais indéniablement, c'était aussi un lieu d'échange, un lieu de rencontre qui, je pense, est très important aujourd'hui. Et c'était un modèle qui fonctionnait très, très bien également. Et puis, ben, justement, je pense qu'il faut arriver à casser aussi avec cet urbanisme
de ces dernières décennies, d'après-guerre, avec tous ces plans d'occupation des sols qui ont permis une urbanisation monstrueuse partout en France, où on a isolé les gens. Et que finalement, l'usoir a été un esprit complètement contraire en termes de sociologie urbaine, on va dire. Et donc, du coup, moi, mon point de vue, très clairement, est celui-ci. Ouais. Alors, avant de passer la parole à Laurent, je voulais, Pascal, on a les mêmes références, mais signaler que justement Nicolas Soulier a écrit un livre qui s'appelle Reconquérir les rues, qui fait effectivement un peu enfin, il y a énormément d'exemples à travers le monde de ce fameux partage frontal des rues. Et je voulais juste partager, là, pour alimenter le débat, une image que je vais vous montrer. Voilà, vous la voyez? Oui? Vous voyez l'écran? Oui, oui. Donc voilà, donc là c'est le plan du quartier Vauban à Fribourg, un célèbre écoquartier qu'à peu près tous les élus français ont visité en se disant qu'on ne pouvait pas faire la même chose en France parce qu'on ne savait pas faire. Mais finalement, on voit finalement qu'il y a sur cette fameuse bande, il y a la bande d'alignement où donc les constructions s'arrêtent, c'est du R+1. Hein. Et puis ensuite, on voit que dans l'espace en fait public, ils ont planifié dès le début 3 types de zones. Donc les zones blanches, c'est tout ce qui est voirie et espace de circulation. Les zones jaunes, on pourrait dire que ce sont des usoirs, c'est-à-dire c'est de l'espace public, mais qui n'est pas constructible. Et les zones jaunes hachurées en rouge, par contre, ce sont des espaces privés, mais qui ont des servitudes. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus construire n'importe quoi, mais on peut y faire quand même des petits bungalows en bois ou des petits aménagements légers. Donc, on voit que voilà, il y a effectivement des interprétations contemporaines des usoirs. La difficulté, c'est que ça m'a l'air plus théorisé dans d'autres pays qu'en France, alors que François nous explique que c'est quelque chose quand même qui finalement est assez français à l'origine. Donc voilà, peut-être qu'on a encore des petits progrès à faire pour les généraliser chez nous. En tout cas, pour généraliser le savoir-faire. Et Voilà puis ce la que je voulais différence, c'est ajouter. qu'on n'amène pas la voiture individuelle jusque dans ces espaces. Oui, 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 absolument. Oui, oui, tout à fait. Ah, y en a un peu, mais elle est très maîtrisée. Oui, Laurent, tu avais levé la main. Oui, merci à la SFU de cet événement qui mène aux années où j'ai appris mon métier de journaliste de la construction et de l'aménagement en Lorraine une trentaine d'années et où j'ai rencontré les usoirs par le biais à l'époque des CAUE, en particulier le CAUE de la Moselle qui était dirigé par Marie-Sylvie Schmitt, qui avait fait un grand travail, peut-être qui a contribué à certains villages de Moselle que vous avez cités et conscience de l'intérêt de donner une nouvelle vie à ce patrimoine. Est-ce que les CAUE sont toujours présents sur ce sujet et comment appréciez-vous leur contribution à la réflexion, votre propre réflexion François? Alors effectivement, moi j'avais essentiellement échangé avec le SAU de la Meuse, avec qui j'avais eu un très très bon contact il y a de ça une dizaine d'années, avec Madame Catherine Seren et Monsieur Jean-Pierre Witzorek, on avait vraiment beaucoup échangé sur cette question, à la fois sur les aspects de domanialité, mais aussi sur l'aspect esthétique, on va dire. Donc les CAUE sont régulièrement consultés par les collectivités pour justement savoir comment les accompagner pour préserver. D'ailleurs, Laurent l'avait mis dans l'invitation, donc il y avait des visuels qui étaient repris d'une brochure du CAE, donc là pour le coup Ouais. fait par la Moselle, qui a été établi donc il y a quelques années. Euh, euh, que j'ignorais parce que pour le coup, moi, j'étais resté sur mes travaux et j'avais pas regardé s'il y avait des nouveaux travaux réalisés depuis. Et donc, quand on consulte ce document, finalement, on a un petit peu dans le même esprit que mon mémoire. C'est à la fois un constat d'essayer de rappeler le contexte juridique
qui est très compliqué. D'ailleurs, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils disent d'un point de vue jurisprudentiel, parce que on parle d'une jurisprudence relative à un tribunal des conflits, donc et une juridiction plutôt assez basse, on va dire, dans la sphère judiciaire. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de jurisprudence de cour de cassation pour du privé, ou on n'a jamais eu d'importante jurisprudence sur ces questions-là. Et donc ça, c'est le premier point. Et par contre, effectivement, les CAUE sont très force de proposition. Donc on le voit sur la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, pour faire en sorte de préserver ce lieu et effectivement d'en avoir toujours un aspect qualitatif. Donc ça, c'est toujours très présent. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, effectivement, la brochure du CAUE 57 est plutôt bien faite à ce sujet. Oui, pendant que Bruno pose sa question, ou tout à l'heure, je vais vous projeter, si j'ai l'opportunité, la brochure en question pour vous la montrer. Vas-y, Bruno. Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé dans cet exposé, alors je précise, moi je suis un bâtard de Corse et de Lorrain, donc j'ai bien connu les usoirs dans ma jeunesse, et ce qui m'intéressait dans l'exposé, c'est que les usoirs sont, ou plutôt étaient, à la fois un espace qui proposait un certain usage, et c'était aussi un espace de représentation. Et de ce point de vue-là, le fumier est un excellent exemple, puisque l'usage, c'était le stockage du fumier, effectivement, avec le système de mitoyenneté systématique. On le mettait devant, et puis en même temps, le fumier, c'était aussi un moyen de représentation, puisque, la petite phrase là, sur le prétendant qui regarde le fumier avant de faire une œillade à la fille du proprio, ça rend bien compte de ça. Alors, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que l'usage, on l'a un peu oublié, et que ça n'est plus devenu qu'un espace de représentation, c'est-à-dire que c'est un espace de mise en scène de la maison qui est derrière, et y compris pour la voiture, quoi. C'est-à-dire qu'on montre sa voiture et sa maison. Donc, moi, je pense que, je suis assez d'accord sur le fait que c'est intéressant que ça reste un espace public, en tout cas de statut public, mais je pense qu'il faut réfléchir, si on veut les maintenir, à la question de l'usage qu'on en fait, quoi, au-delà d'un espace de représentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelle place on a le piéton là-dedans. Parce qu'autrefois, quand on se déplaçait avec des charrettes, le piéton, il était la voirie était totalement mixte, quoi. Il y avait des chevaux qui tiraient les charrettes, les agriculteurs qui accompagnaient le cheval qui tirait la charrette, et puis le piéton lambda qui se baladait là-dedans comme il voulait. Avec la présence de la voiture, même si elle est électrique et même si elle va moins vite, le piéton il est plus gêné. Et donc, comment on fait pour que la voirie soit mixte et conserve plutôt que la voirie garde ce statut de mixité, de possibilité de mixité des types de déplacement, des modes de déplacement. Je ne dis pas mobilité, parce que ça ne veut pas dire ça, d'accord. Et ça m'énerve beaucoup, cette façon d'utiliser ce mot n'importe comment et dans tous les sens. Et donc, voilà, ça m'interroge, parce qu'on a vu un exemple avec un espèce de trottoir rapporté là, qui vient tourner autour de la rue de Bus, qui est assez catastrophique, quoi, du point de vue de la qualité de l'espace public. Et donc là, moi, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir, si on veut les conserver en tout cas, sur l'usage et la place accordée aux piétons, quoi, plutôt sur la mixité possible de la voirie. Terminé. Alors, la réflexion est intéressante, effectivement, pour les déplacements piétonniers, qui est d'ailleurs, d'une manière générale, une réflexion aujourd'hui qu'on a quasiment systématiquement lorsqu'on réalise, encore aujourd'hui, parce qu'il en sort encore, même si ça tend à se tasser avec le temps, avec les évolutions législatives et de limitation de consommation d'espace, mais sur la question de nouvelles zones à urbaniser aussi, c'est quelle est la place du piéton et où nous le faisons, nous, circuler. Donc, on a des cas qu'on a pu voir où, effectivement, on va souvent être sur des voies partagées,
souvent des zones 30, pour essayer de concilier au maximum à la fois la place de la voiture circulante, le piéton et aussi la voiture en stationnement. Et ce qui se passe souvent, c'est que l'usoir est d'une profondeur suffisante, ce qui permet à la fois le stationnement des véhicules et aussi le passage des piétons sans forcément qu'un trottoir soit directement formalisé, parce que pour le coup, ou matérialisé, parce que effectivement, et là je vous rejoins complètement, le trottoir n'a rien à faire dans un village-rue. C'est pas du tout effectivement représentatif de la traversée d'un village d'origine, mais c'est une vraie question. Et la place de la voiture, le souci, c'est qu'effectivement, on a déjà eu des communes aussi qui incitent. Vu qu'on est sur du village-rue, généralement, on est sur des grandes propriétés où il y a systématiquement du garage. Le problème aujourd'hui, comme vous le savez, c'est qu'il n'y a plus une voiture dans les maisons, mais il y en a plutôt 2, 3, voire 4 si les 2 enfants sont majeurs et qui vivent encore chez papa, maman. Donc, effectivement, c'est un vrai phénomène de société d'une manière générale. La place de la voiture est très compliquée dans l'urbanisation nouvelle d'une manière générale. On a beau mettre tous les règlements qu'on veut, notamment dans des documents d'urbanisme, mais de toute manière, toutes les communes subissent du stationnement parfois un peu abusif et qui est très très compliqué à gérer. Et la place du piéton aussi, là, dans certains villages, quand ça s'y prête bien, et notamment quand il n'y a pas des emprises foncières trop larges, et que du coup, il est possible d'imaginer une circulation douce en termes de véhicules, parce que c'est pas toujours possible. Ce que je vous dis, c'est pas possible quand vous êtes traversé par une route départementale où vous n'allez pas pouvoir limiter la circulation, la vitesse de manière considérable. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a la place du piéton est un vrai sujet et après, tout dépend aussi ce que la collectivité peut faire par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est un sujet d'une manière générale qui est relativement compliqué. Oui. On pourrait imaginer une sorte de, un peu comme les chemins de halage le long des canaux, une sorte de servitude, de passage. Mais bon, je ne sais pas s'il faut en fait compliquer les choses ou les laisser naturellement se débrouiller, parce qu'effectivement, finalement, dans ce type de village, il n'y a peut-être pas énormément de piétons qui traversent tout le village à pied. Voilà, Mais bon, c'est vrai qu'il en suffit d'un pour, pour se poser la question. Voilà, on est souvent sur des villages, malheureusement, mais la majeure partie de ces villages, malheureusement, il n'y a plus de commerce. On est sur des villages uniquement dotés d'une urbanisation. Les seuls services publics que vous allez retrouver, c'est la mairie qui est ouverte 3 heures par semaine. L'église qui est peut-être ouverte et où il n'y a quasiment plus de cérémonies, mis à part des inhumations, et encore, c'est pas toujours le cas. Et le cimetière, mais il n'y a plus de commerce, malheureusement, dans beaucoup de ces communes. Donc effectivement, on a des déplacements piétonniers qui sont parfois très réduits. Oui. Alors, si je suis à peu près l'ordre, si je ne me trompe pas, c'est Jacques qui voulait intervenir, qui a levé 2 fois la main. Donc, vas-y, Jacques. Je crois que Marion veut lever la main avant. Très bien, Marion, allez-y. Oui, c'est pas 2 fois la main, c'est l'ordre d'arrivée. Ok. Maintenant. Merci de me donner la parole, je serai très courte. Je suis architecte urbaniste en Lorraine et native de la Lorraine, donc vraiment du cru, on va dire, entre guillemets. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéressait, c'est pour ça que je voulais participer ce soir. Alors, je voulais juste vous faire part d'une expérience qui est que dans des cahiers des charges, actuellement, on retrouve ces notions dans des zones nouvelles. De confrères ou nous-mêmes, nous prescrivons en fait des éléments vis-à-vis de ces usoirs et en tout cas de retrouver l'usoir dans les schémas d'aménagement des nouvelles zones qui sont créées. Donc, je voulais partager ça auprès de vous pour vous dire que c'est des choses qu'on rencontre et des sujets d'actualité en fait aujourd'hui. Et est-ce que vous savez, j'en profite, est-ce que vous savez si du coup cette pratique intéresse ou est mise en place dans des régions où les usoirs n'ont jamais existé?
Alors, qu'en fait, non, vous là, êtes… c'est voilà. purement régional, Ouais. très sincèrement. Ouais. D'accord. Ce qu'on rencontre. Et puis, peut-être introduire deux, trois mots, c'est-à-dire que, alors je sais que c'est un terme qui juridiquement n'a pas de sens, mais nous, on voit plutôt ces espaces comme des espaces semi-publics. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à la fois du privé et c'est à la fois du public, et c'est le lieu de rencontre et le lieu de transition entre la rue, qui est la vraie zone privée, et puis le chez-soi. Donc, il y a cette notion aussi de transit et de transition qui permet de les traiter un petit, enfin, en tout cas, de les regarder autrement. Et je trouve cette notion-là, voilà, vraiment intéressante à exprimer. Et voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Peut-être, Jacques, tu veux intervenir et puis ensuite on relaisse la parole à François. Oui, je voudrais juste compléter sur les mises en place actuelles d'usoirs, ou récentes du moins. J'en ai vu dans des grands ensembles, dans des zones pavillonnaires de grands ensembles, avec un caractère complètement privé, mais des conventions de cours communes. Et j'en ai vu aussi dans des zones artisanales, et j'en ai moi-même mis en place une fois. Aussi pareil, avec une convention de cours commune et un usage qui permet de sortir du matériel devant chez soi, enfin très similaire à l'usage rural, mais pour limiter l'encombrement au sol, l'encombrement foncier d'une zone artisanale. Sinon, je voulais poser une question sur à la fois juridique et sociale. Dans une revue des géomètres, j'ai lu un article qui parlait de l'historique du droit foncier qui avait expulsé, après la Révolution française, tout ce qui n'était pas strictement privé ou public, pour mettre l'accent sur la propriété privée, et fait disparaître au passage tout le droit foncier ancien qui relevait de l'usage. Et il me semble que l'usoir a été cité comme un de ces exemples, mais également les droits de coupe dans les bois, enfin, tout ce qui était du droit collectif du terrain, sans être strictement cadastrable, et qui est petit à petit revenu dans le droit soit privé, soit public, et en particulier par la copropriété. Et beaucoup de géomètres ont fait du travail là-dessus pour réintroduire cette richesse qui n'est quasiment jamais… Les cas particuliers d'usage qui contredisent le droit de l'urbanisme ne sont quasiment jamais protégés. Les alignements d'arbres sur les limites mitoyennes, par exemple, c'est le cas dans mon quartier ici. Là, j'en parle pas en tant que professionnel, mais en tant qu'habitant, on aimerait bien voir protéger des alignements d'arbres centenaires. C'est impossible. Voilà. Est-ce que il y a une activité à avoir pour protéger plus globalement que les usoirs tout ce qui relève comme ça d'anciens droits d'usage, voire même non seulement protégés, mais développés. Et puis il y a un autre élément social qui est dans l'usoir qui que j'avais vu aussi dans l'usoir lorrain ancien, c'est sa variabilité au fil du temps. Qu'on constate, puisque maintenant il y a d'autres usages que ceux qu'il y avait avant, mais avant c'était saisonnier, il y avait le fumier, mais il y avait aussi les tas de bois, il y avait le pressage du vin, il y avait tout un tas de choses qui changeaient au fil du temps. Comment est-ce qu'on peut protéger ce type d'aménagement tout en laissant ouvert ces évolutions? Alors ça pose de problèmes, c'est comment on le fait dans l'écriture, et comment on le fait, qui en décide? Quand l'usoir est celui d'un village-rue, il y a finalement une convergence totale entre la communauté des habitants et la possibilité de concertation et la possibilité de légiférer. Mais si on veut faire un quartier neuf, par exemple, dans la périphérie d'une grande ville ou dans un ancien faubourg, comment est-ce qu'on va faire? Quelle va être la collectivité qui va gérer l'usoir, en quelque sorte? Et comment se fait la concertation et comment se fait la décision? Beaucoup de questions. Est-ce que François, tu veux tenter quelques… Oui, ben j'ai pris un peu de notes parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'informations très intéressantes dans votre propos. Sur la question plutôt juridique, alors pour le coup,
Alors, j'avais cité, moi, à l'époque, effectivement, des éléments que j'avais repris dans la revue Géomètre. Alors, je ne sais plus si les éléments que vous avez cités, ça ne me parle pas exactement. Après, en termes d'usage, mis à part les usages locaux de Moselle, sauf erreur de ma part, de toute manière, dans les autres départements, il n'y a aucun écrit qui n'existe dans tous les cas. En Moselle, il est bien indiqué, il y a un chapitre spécifique sur l'usoir indiquant que l'usoir relève du domaine public communal. Point barre. Et du coup, ça, à force de loi, les usages locaux rentrent dans la sphère juridique, on va dire, mais donc ça fait force de loi à défaut de rien d'autre. Mais effectivement, dans les autres départements, je n'ai pas grand-chose à ma connaissance. Après, donc une activité spécifique des géomètres experts, donc en termes de propriété, assez peu, effectivement. L'intervention du géomètre expert sur l'usoir, c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, si on reste, moi, dans cette volonté de plutôt préserver ce lieu comme un lieu collectif, un lieu commun, les seules interactions qu'on va avoir, c'est plutôt le contraire, c'est une collectivité qui souhaite, au contraire, lâcher une emprise foncière parce qu'un administré soit se l'est approprié ou soit souhaite se l'approprier et que la commune n'est pas contre ce projet. Et dans ces cas-là, effectivement, comme vous le savez, l'intervention du géomètre expert sera obligatoire. On a aussi des problématiques, par exemple, et ça se gère juridiquement autrement. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup approfondi parce que c'est une possibilité aussi pour les collectivités, mais c'est dangereux aussi pour les collectivités. C'est les possibilités de convention d'occupation temporaire. Qui permettent à un administré, donc éventuellement, effectivement, de réaliser un aménagement pour un laps de temps défini. C'est très dangereux parce que juridiquement, c'est pas très souple, dirons-nous. Ça peut être très dangereux pour les collectivités parce que parfois, j'ai le souvenir d'un cas d'une espèce de silo pour un producteur agricole pour du stockage de lait, qui finalement, il y avait une convention d'occupation temporaire sur un usoir et finalement, c'était pas si évident que ça de passer outre cette convention lorsqu'elle est en place. Un autre problème qu'on a qui est plus lié justement à l'urbanisation nouvelle, mais c'est un autre souci juridique lié à l'usoir qui est pas anodin, c'est la question des assainissements. Parce que vous avez une réappropriation de l'assainissement par éventuellement quelqu'un qui rachète un ancien corps de ferme pour faire sa résidence principale. Et parfois, la topographie des lieux fait que l'assainissement, il est logique de le faire sur l'usoir. Parce qu'il n'est pas possible de le faire sur le terrain, parce que éventuellement le terrain, la topographie fait que il faudrait une pompe de relevage, que ça engagerait des frais pas possibles, et que du coup, pour rendre possible l'urbanisation, enfin rendre possible l'autorisation d'urbanisme, et aussi pour être dans les normes d'un point de vue assainissement, notamment si c'est dans le cadre d'un SPANC, assainissement individuel, et cet assainissement individuel, il faut parfois qu'il soit installé sur l'usoir. Et donc, souvent convention d'occupation temporaire, parce que si la commune souhaite préserver cette emprise plutôt dans le domaine public, c'est se retrouver avec un ouvrage privé en dessous, on va dire, de l'ouvrage public. Donc, ça fait l'objet d'une convention. Donc, il y a aussi cette question-là qui n'est pas anodine. Et on le retrouve beaucoup dans pas mal de communes, avec des collectivités qui veulent préserver l'emprise foncière, mais malgré tout permettre une urbanisation. Et permettre l'urbanisation et parfois des contraintes techniques qui obligent donc, sous un statut plus privé, effectivement, de passer par de la convention. Donc, ça, c'est pour le premier point. Voilà. Et puis, donc, sur la protection, alors je suis pas sûr d'avoir bien compris exactement parce que j'avais compris la question de saisonnalité, donc qui existait à l'époque, effectivement, avec les différentes périodes. Puisqu'effectivement, on allait avoir lié aux récoltes, etc., etc. Donc, Si je peux rappeler la question. Oui, éventuellement. La question était comment est-ce qu'on peut garder une semblable ouverture dans le devenir de l'usoir?
C'est-à-dire que pour le moment, il y a des voitures, mais pas forcément toujours des voitures. Comment est-ce qu'on peut assurer cette capacité de transformation? Et qui en décide? Qui décide des usages qui seront ceux de l'usoir? Voilà. Ouais. Alors là, effectivement, pour moi, de toute manière, pour qu'un usoir fonctionne et effectivement en essayant de préserver au maximum son histoire et puis aussi en tenant compte des évolutions de l'urbanisation et du contexte sociétal d'une manière générale et sociologique, je pense que déjà, il faut qu'il y ait une forte volonté politique communale, sinon pour moi, ça ne peut pas marcher. Et je vous citais le contre-exemple de tout à l'heure, c'est que nous, quand on a une commune qui déjà est prête à céder des emprises foncières d'usoir, ce genre de discussion, malheureusement, on ne peut même pas l'avoir, puisqu'on est avec des communes qui sont à contre-courant de cela, qui ont une volonté parfois aussi, peut-être pour des raisons pécuniaires, de volonté de vendre, entre guillemets, du foncier, qui peut-être en plus sera constructible, et que du coup, ces gens pourront se l'approprier pour complètement quelque chose de différent, peut-être même une extension de leur construction, qui est tout à fait possible, si c'est une emprise privée et qu'il n'y a pas de document d'urbanisme qui dit le contraire. Pour moi, il faut que les représentants communaux soient déjà un moteur pour être au point de départ de quoi que ce soit. Mais pour moi, dans cette logique-là, et si on part du principe que l'usoir reste une emprise a priori plutôt de domanialité publique, donc après qu'elle soit privée ou publique, c'est encore autre chose, mais pour moi c'est à l'usage du public, donc du coup ce serait plutôt du domaine public, mais effectivement une intervention obligatoire des élus, et dès qu'on a des élus qui éventuellement, comme vous le dites, ont envie d'aller vers cela, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en s'appuyant donc éventuellement sur des chartes par exemple, mais on peut aller beaucoup plus loin. Je pense que les élus peuvent aussi s'outiller autrement, peut-être par leurs documents d'urbanisme pour ce qui relève de l'urbanisme, mais aussi peut-être par des arrêtés municipaux en termes d'occupation, etc., etc. Ouais. Mais avant de laisser la parole à Pascal, est-ce que finalement, François, dans ta pratique quotidienne de tous ces outils, est-ce que finalement, aujourd'hui, globalement, les usoirs, ça te semble plutôt être quelque chose en danger dans ta région, ou plutôt un patrimoine qui a plutôt tendance à être collectivement de plus en plus apprécié? Alors moi dans ma pratique, alors je le pratique un petit peu moins parce que comme je vous ai dit, je me suis un petit peu déplacé géographiquement puisque maintenant je suis plus basé sur Châlons-en-Champagne et Sainte-Ménéhould. Donc sur Sainte-Ménéhould, j'ai encore pas mal d'usoirs. Moi je dirais que d'une manière générale, la majorité des communes, c'est un petit peu en lien avec ce que je vous disais dans mon exposé, aussi peut-être parce que je travaille plutôt sur le nord que le sud. Donc quand je dis le nord, c'est plutôt le nord meusien. C'est qu'on va plutôt avoir des élus qui sont assez sensibles à la question de l'usoir dans le sens originel. J'ai eu des échanges aussi pour information il y a quelques années avec l'association qui prône pour la réalisation d'un nouveau parc naturel régional en Argonne. Donc l'Argonne, c'est une région fortement boisée qui est située à cheval entre la Meuse, la Marne et les Ardennes. Donc on parle souvent de l'Argonne meusienne, l'Argonne marnaise et l'Argonne ardennaise. Et donc du coup, les trois Argonnes, basées sur trois départements et à l'époque sur deux régions d'ailleurs, puisqu'on était à cheval sur Champagne, Ardennes et Lorraine, travaillent depuis des années pour éventuellement un parc naturel régional. Et un des éléments qui avait été identifié, c'était justement l'usoir, parce que c'est un lieu qu'on retrouve de manière assez importante sur l'ensemble de ces trois zones géographiques qui sont complémentaires, mais sur des territoires, on va dire, administratifs différents. Et pour le coup, dans cette zone-là, mais aussi sur le parc naturel régional de Lorraine, qui sont deux zones bien identifiées géographiquement, pour le coup, il y a quand même cette volonté politique de vraiment de le préserver. Cet aspect de volonté de s'en séparer ou de faire une urbanisation très bâtarde et très disparate en faisant disparaître au coup par coup l'usoir, pour moi, reste assez anecdotique à l'échelle de la Lorraine. D'accord, très bien. Très bien. Pascal, la parole est à toi, puis après on va s'approcher de la conclusion.
Oui, au cours de, je dirais, de l'exposé là et des questions, me vient une idée que je vous partage. C'est pas forcément sous forme de questions ou de réponses, c'est plutôt voilà. Comme nous allons après 2031 chercher des espaces à désimperméabiliser et à désartificialiser. J'imagine que dans les villages-rues, on ne va pas trouver forcément des friches énormes et de retrouver le caractère naturel. Et donc, je me disais, la question ou la remarque, est-ce que les usoirs ne pourraient pas être des beaux terrains à désimperméabiliser, parce qu'on voit au cours des photos qu'on a vues que ça avait quand même été plutôt traité de plus en plus comme espace public bitumé ou aménagé, mais voilà, enfin artificialisé, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que ça ferait pas des beaux espaces à désartificialiser après 2031 ou à partir de maintenant et en vue de 2031? Alors au final, au regard de ce que vous dites, je ne sais pas, parce que là, pour le coup, je vous ai montré que quelques exemples, mais j'aurais aussi beaucoup d'exemples où on peut voir de l'usoir plutôt végétalisé, des espaces plutôt en herbe, pas forcément aménagés, mais en herbe, qui donnent un caractère très végétal, pour le coup, au cœur du village. Ça, pour le coup, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc pour le coup, je sais même pas si ça rentrerait dedans, parce que il y a beaucoup d'usoirs qui sont déjà, à mon avis, végétalisé, on va dire, même si je vous ai montré des exemples un peu différents où on était plutôt sur un côté minéral. Alors aussi parce que on est sur des communes, alors certes village-rue, mais là la commune que je vous ai montré tout à l'heure, on est aussi sur des zones périurbaines, on est plus proche de grosses villes, on est proche de Nancy, de Toul, donc il y a un aspect aussi où il y a aussi le fait que la place de la voiture est plus importante, donc on est sur quelque chose de plus minéral, lié aussi au stationnement, etc. C'est moins vrai sur des communes plus rurales. Quand vous allez dans les coins de Verdun, par exemple, autour de Verdun, vous avez beaucoup de villages-rues où il y a des paysagistes concepteurs qui ont travaillé à la requalification, où pour le coup l'usoir a été vraiment préservé, mais d'un point de vue plutôt végétalisé. On a beaucoup d'exemples de ce type-là également qui peuvent être mis en avant. Mais à l'inverse, moi je dirais que aujourd'hui on est en train d'essayer de végétaliser tout un tas de rues classiques. C'est vraiment autour de toutes les écoles de Paris, on refait beaucoup de bandes de terre végétalisées. Et finalement, on pourrait effectivement essayer de s'inspirer des usoirs, parce que derrière tout ça, il y a le sujet de l'entretien qui est très difficile aujourd'hui à gérer par les collectivités qui veulent végétaliser massivement les espaces publics. Et les usoirs apportent une partie de la solution, c'est-à-dire on pourrait très bien imaginer que cet entretien redevienne de la responsabilité des riverains, mais tout en respectant l'espace public. Enfin, je trouve qu'il y a un partage qui mérite vraiment d'être débattu, parce que c'est finalement la clé dans beaucoup de nos projets, et y compris de retraitement des tissus anciens, que d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va transformer les usages dans la rue, mais sans ajouter énormément de charges d'entretien à la collectivité. Donc, je trouve qu'on pourrait, on pourrait en discuter des heures, mais il y a énormément d'inspiration à faire, à trouver à travers ces usoirs. Moi, ce que je trouve, je tente une première petite conclusion, puis après, je vous laisse la parole. Mais ce que je trouve vraiment fascinant dans tout ce que nous explique François, c'est que finalement, dans le partage un peu brutal public-privé qui accompagne quand même les 90% du tissu urbain français, il existe quand même des endroits où on a fait autre chose. Et comme le résultat est plutôt pas mal, je pense que ça mérite d'être connu. Moi, avant de connaître François, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas tous ces détails techniques hyper intéressants. Et puis après, quelque chose qui nous énerve assez couramment à la SFU, c'est d'aller trouver exactement les mêmes références à l'étranger, en disant qu'on ne sait pas trop faire en France, alors que finalement, on le fait depuis plus longtemps.
Bon, ben voilà, il était temps, donc un grand merci François de rendre à César ce qui est à César. Voilà, c'est ma petite conclusion, mais je vous laisse encore effectivement ajouter la vôtre, en particulier peut-être Dominique, tu veux ajouter quelque chose? T'as pas trop entendu? Oui, c'est vrai. Bah, écoute, merci de me donner la parole. Donc, a priori, c'est vrai que, le rapprochement que tu faisais en particulier avec le quartier en Allemagne. Ouais. Voilà. Que tous les Français sont allés visiter m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a des quartiers en France des quartiers un peu récents qui se montent avec une nouvelle approche sur la copropriété. On n'en a pas parlé du tout. Propriété, on parle de charte d'usage, etc. Mais la notion de copropriété et de gestion commune, au fond, d'un certain nombre d'espaces, y compris les parkings, y compris, pourquoi pas, les caves pour s'en servir, pour mettre de l'eau, de l'énergie, etc. Enfin bon, là, j'ouvre un sujet qui est plus large, mais cette notion de partage dans un quartier collective, c'est quelque chose qui avance et on avait pu évoquer le quartier des Trois Suisses là à Croix et Roubaix là qu'on était allé visiter avec l'association des urbanistes des Hauts-de-France et c'est intéressant à suivre en fait sur le plan de la gestion. C'est peut-être un peu nouveau, mais c'est intéressant à suivre certainement et je fais le lien avec les usoirs. Et merci beaucoup pour cette présentation qui était passionnante. Voilà. Olivier? Oui, alors très rapidement, moi j'avais retenu une question qui était la comparaison entre les usoirs et les communs. Et je pense qu'il y a eu plusieurs éléments de réponse, mais effectivement, cette idée de la copropriété et voilà, peut-être juste sur une interrogation, c'est au moment où on fige la démocratie, qu'on fige aussi, ou qu'on invente la démocratie à la Révolution française, où on établit ce cadastre peu après, et c'est en même temps qu'on oublie ces petites collectivités qui étaient les villages et qui savaient gérer une forêt, gérer des communs, gérer des usoirs et trouver une manière j'adore aussi la remarque de Bruno sur le fait que c'était pas seulement de la représentation mais aussi de l'usage et en fait une manière d'être ensemble et de manifester devant chez soi la manière d'être ensemble. Donc vraiment, voilà, je pense que c'est une vraie piste sur la densification et pas forcément une densification où on attribue à chacun les choses, mais où on garde des réserves pour la chose en commun. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très éclairant sur ce qu'on peut peut-être essayer de faire. Très bien. Merci, Olivier. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter son petit mot de la fin? On en a beaucoup dit. Hein. C'était, je pense, un des rendez-vous déjà où on était très nombreux et puis où il y a eu le débat le plus, je dirais, partagé. Peut-être, Bruno, oui, petit mot pour la fin? Non, c'est juste pour dire que c'était passionnant et qu'on a encore deux sujets très passionnants au moins d'ici la fin de l'année, hein, le prochain. Alors, je ne sais pas s'il y en a entre les deux. Il y a les Villes Nouvelles le 23 novembre. Oui, il n'y en a pas avant. Et puis, la date précise pour clôturer l'année est à fixer, mais le dernier rendez-vous le thème sera « Pourquoi s'intéresser à l'histoire de l'urbanisme à l'heure de la transition écologique ?» avec Gilles Novarina. Très bien, merci Bruno. Donc, avant de vous quitter, donc je rappelle que ce rendez-vous avec François a été filmé, donc on va le mettre un peu en ordre et il sera d'ici 15 jours maximum sur la plateforme YouTube de la SFU, où vous pouvez retrouver tous les autres rendez-vous. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, si vous souhaitez être invité à nos futurs rendez-vous, écrivez-nous un petit mail sur sfu@urbaniste.com avec un petit test à urbaniste. Comment? Urbaniste au pluriel. Oui, au pluriel, voilà. N'hésitez pas, nous on est très contents de partager tous ces savoirs avec vous. Et puis, encore un immense merci à François qui a pris le temps de construire toute la présentation.
Je sais qu'il est passionné, mais je sais aussi qu'il n'avait pas beaucoup de temps et que c'est pas non plus un exercice facile quand on n'est pas au quotidien dans la Société française des urbanistes. Donc, un immense merci, François. On espère te retrouver aussi pour nos futurs rendez-vous. Et puis, n'hésite pas par ailleurs à nous solliciter si on peut être utile en quoi que ce soit. Voilà, très très bonne soirée, bonne reprise à tout le monde et donc à très bientôt. Eh ben, merci à tous. Merci François, merci beaucoup, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.